Une petite heure de plus, faut en profiter. Hein, qu'est-ce qui va nous arriver demain? On ne le sait pas. Travail de conservation, c'est 90%, 10% pour la convention, 90% pour la perfection. La parfectisation, la conservation, la consolidation, la construction, la structuration, l'extension, la visibilisation, la destructibilisation, la cristallisation, la tout jamais totalement parfaitement disponible, la tout jamais totalement parfaitement visibilisation. Alors ça c'est un beau, quasiment petit objet, voilà, hein, c'est deux niveaux, petit objet, mini-objet, on est dans, c'est une catégorie entre à peu près le petit objet, oui, oui c'est au niveau d'un petit objet. Un très beau kanji, c'est plus que ça, enfin voilà, parce que la taille, voilà, 10% pour la convention, 90% pour la perfection, pour la diamantisation, la conservation, la consolidation, la construction, la structuration, l'extension, la visibilisation, la destructibilisation, la cristallisation, la tout jamais totalement parfaitement disponible, la tout jamais totalement parfaitement visibilisation. Petit objet, oui. C'est plus gros qu'un voilà, qu'un mini-objet, qu'un simple paragraphe. C'est entre le mini-objet et le petit objet. Ça marche, ça marche. Si vous prenez cette phrase longue, qui est une phrase entre la phrase et la liste, hein, c'est entre la phrase et la liste, et un peu longue, mais ça qui se tient très bien. Là, ça c'est une ode au travail de la conservation, le fait que il y a un très gros travail. Une fois que j'ai pigé quelque chose, j'ai un très gros travail. Pas pénible du tout. Encore une fois, je me régale. Hein, et chaque composant est un régal. 10% pour la composition, 90% pour la perfection, c'est déjà en soi, vous voyez, simplement 10% pour la convention, 90% pour la perfection. Ça, c'est un quasiment, c'est un mini-objet ou c'est un sous-mini-objet, c'est entre les deux. Hein, c'est toujours entre les deux. Dire vraiment est-ce que c'est un objet, un petit objet. Non, un objet, un petit objet, il n'y a pas de doute. L'objet, on le voit bien, le petit objet, on le voit bien. La section, la demi-page, c'est l'objet, le petit objet, le mini-objet, le mini-objet, mini-objet, le paragraphe, mini-objet, la phrase, sous-mini-objet, la précision, non, sous-mini-objet, la proposition et la précision qui est en dessous. Donc, c'est-à-dire le mini-objet est constitué de 2 à 3 précisions. Alors, le sous-mini-objet est constitué de 2 à 3 précisions. Et le mini-objet, lui, donc, c'est la phrase. Alors là, je dis que c'est au-delà du mini-objet, c'est au-delà du paragraphe, c'est un peu long quand même. 10% pour la composition, 90% pour la perfection, la parfaitisation, la conservation, la consolidation, la construction, la structuration, l'extension, la visibilisation, la destructibilisation, la cristallisation, la tout jamais totalement parfaitement disponible, la tout jamais totalement parfaitement visible, isation. Donc vous voyez, ça va toujours par 2 ou 3, hein, c'est le principe de la 2 ou 3 fois ité. 2 ou 3 fois is, 2 ou 3 fois 2 ou 3 is, la 2 ou 3 fois 2 ou 3 isation. Hein. Donc là ici, ça va toujours, hein, 10% pour la convention, 90% pour la perfection, 10% pour la convention, 90% pour la perfection. La diamantisation, la conservation, diamantisation, conservation, diamantisation, conservation, oui, diamantisation, conservation. Donc la diamantisation, elle introduit très bien cette notion de cristallisation dont le mot vient après. Et diamantisation, je transforme, hein, c'est diamantisation, toujours action. Vous pouvez toujours prendre c'est la transformation en diamant. Diamantisation, c'est la transformation en diamant. Diamantisation, la conservation, et même je rajoute la conserve-action, c'est-à-dire le fait de conserver, le travail de conservation.
Action, action. Action, c'est la réduction, c'est le lissage de action, c'est l'action de. La diamantisation, c'est la transformation en diamant. La conservation, la conservation. La consolidation, la construction. Consolidation, construction. Donc vous voyez, j'ai toujours 2 ou 3. Mais de toute façon, même quand je dis 3, c'est 2 plus 1. Toujours. Hein. Je sais pas, je vais revenir. Toujours 2 plus 1. Hein. Et toujours, en fait, même il y a 1. Ensuite, il y a 1 en plus. Donc ça fait 2. Et à partir de là, je rajoute un troisième. Voilà. Je vais reprendre le corbeau et le renard, notre fameux corbeau et le renard, n'importe où. Voilà. C'est-à-dire, et bonjour, monsieur du corbeau. Et bonjour, monsieur du corbeau. Et bonjour, monsieur du corbeau. J'ai 3. Et bonjour, monsieur. Que vous êtes joli. Ça, que vous êtes joli. Que vous me semblez beau. D'ailleurs, les deux vont bien ensemble. Que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Que vous me semblez beau. Vous me semblez beau. Et c'est le beau hein, qui va être. Semblez beau, que vous me semblez beau. Sans mentir. Alors qu'il manque comme un. Voilà, comme il respire. Si votre ramage se rapporte à votre plumage. Voyez comme c'est lent. Vous voyez comme je suis, comme chaque élément de la phrase et du tout est infiniment stable. Hein, c'est-à-dire sur chaque élément duquel je peux me poser, je peux me reposer, je peux rester autant que je veux à coup totalement nul. Lorsque je sérialise bien, je construis en chaque élément, tous les éléments, tous les composants sont infiniment stables, infiniment accessibles, ultra stable, ultra navigablement parfaitement zoomable, ultra hallable, ultra entrable, ultra pénétrable, ultra s'installer dedans, s'y consacrer entièrement, instantanément à coup totalement nul. Ultra labulaire, ultra entrable, ultra pénétrable, ultra s'installer dedans, s'y consacrer entièrement, instantanément, à coup totalement nul, à coup totalement nul. Alors, le nanoseconde, à coup totalement nul. Hein, voilà. Et nanoseconde, j'utilise tout le temps, à coup totalement nul aussi. Hein. Donc, chaque élément devient, acquiert une existence totale. Je me fous complètement des autres. Les autres, ils sont dans la file d'attente. Ils attendent. Hein, ultra labile, ultra entrable, ultra pénétrable, ultra s'installer dedans, s'y consacrer entièrement, à tout instant, instantanément, à coup totalement nul. Chaque élément de ma phrase, mon expression, est un pavé. Je peux poser mon pied dessus, je peux m'installer très très confortablement sur chaque élément de mon expression. Que vous êtes joli, qui vous semble beau. Sans mentir. Stop. Hein, donc j'utilise souvent le mot stop, sans mentir. Si votre ramage se rapporte à votre plumage. Stop. Si votre ramage se rapporte à votre plumage. Vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. Vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. Ce composant, hein, si vous êtes le phénix des hôtes, voilà, il a son existence à part entière. Hein. Ça, c'est un sous-objet, c'est une proposition. Vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. C'est une phrase, c'est un morceau de phrase. Une proposition, sujet, verbe, complément. S, complément pluriel. Vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. Belle phrase, une phrase stimulante, très intéressante, parce qu'il y a plein de choses dedans, d'un point de vue maîtrise, du point de vue progression. Il y a phénix, c'est quoi le phénix? Vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. C'est une belle image, belle métaphore. Les hôtes de ces bois. Vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. Je reste dessus, je reste sur ma proposition.
Et je peux continuer indéfiniment. Donc, j'ai une péréquation, c'est-à-dire que toutes les composants de ma poésie, tous sont de même nature, de même type, sont ultra alables, ultra entrables, ultra pénétrables, ultra s'installer dedans, c'est conséquentiellement instantanément à tout instant, instantanément, à coup totalement nul. Votre poésie est devenue un pavage. Ce sont des petits morceaux, hein, des petits mini-objets, des sous-mini-objets, qui ont tous le même poids et sont tous aussi accessibles. Ça me constitue une trame. Chaque composant est fort, chaque composant est ultra accessible. Le corbeau, à ces mots, ne se sent plus de joie. Magnifique. Le corbeau, à ces mots, ne se sent plus de joie. Et pour montrer sa belle voix, magnifique, hein, alors qu'il a une voix épouvantable, parce qu'il y a cru, il se laissait laisser flatter. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec. L'image est parfaite. Il ouvre un large bec. Et puis c'est gonflé d'avoir dire un large bec. C'est assez original. Il ouvre grand la bouche. Non, il ouvre un large bec. C'est une très belle contraction. Et boum, il laisse tomber sa proie. Déjà, il y a le mot proie dedans. Il laisse tomber sa proie. Ça consonne, ça sonne très très bien. Il laisse tomber sa proie. Et l'image est parfaitement claire. Pan, le fromage tombe. Vous voyez, il laisse tomber sa proie, ça me suffit. Stop. J'ai pas besoin d'aller plus loin. Je me régale sur il laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit. Ah, je vois très très bien. Et dit, apprenez mon bon monsieur, apprenez mon bon monsieur. Vous voyez, d'ailleurs, c'est bien connu, les gens apprenaient tellement bien les fables de La Fontaine pendant des siècles que pratiquement les 15 premières fables de La Fontaine constituent un pourcentage vraiment important des expressions utilisées en français. Il y en a plein. Il y en a partout. Mon bon monsieur, ça y est, apprenez mon bon monsieur, apprenez. Ça aussi, c'est vraisemblablement, c'est dans le vocabulaire, mon bon monsieur, voilà. Que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Vit aux dépens, si c'est une bonne expression. Vit aux dépens, vivre aux dépens de. Vit aux dépens de celui qui l'écoute. Et ça sonne bien, ça termine bien. Le corbeau, honteux et confus. Honteux et confus, je suis sûr aussi, honteux et confus. Comme je le disais, le mot confus n'est pas fréquent. Honteux et confus. Jura. Mais un peu tard qu'on ne les prendrait plus. Je ne le ferai pas prendre une prochaine fois. Là, le corbeau et le renard lui-même contient à peu près, à mon avis, une quinzaine d'expressions. Une quinzaine d'expressions. Courantes, c'est-à-dire en 2021, voilà. Et donc, ça date de 1670 à peu près. Donc, c'est sous Louis XIV. C'était le protégé de Fouquet qui est devenu ensuite le protégé de la cour, hein, et ça a tenu, merci Louis XIV une fois de plus, il a apporté tant de choses, ce travailleur, cet homme sérieux, hein, cet homme très sérieux, hein, et très respectueux, très humble en même temps que hyper motivé à augmenter le prestige de la France. Hein. Mais le siècle de Louis XIV, le règne de Louis XIV a été extrêmement moteur. Enfin, on pourra en parler là aussi pendant des heures. Il a créé, on peut dire, le monde moderne. Il a créé l'État moderne et ensuite a contribué très fortement donc à créer le monde moderne. Voilà. Bon, c'était dans une logique, hein. Lui-même était très humble, hein, était le dévoué serviteur, hein, et l'élève de Mazarin lui-même, élève de Richelieu,
élève, etc. Donc il était dans une continuité parfaite, et d'ailleurs La Fontaine a été un des acteurs majeurs de la consolidation, la définitivisation de la langue française. Et ça n'est pas pour rien que les Fables de La Fontaine, je dirais, ont maintenu et se maintiennent, voilà, une respectabilité et une exploitabilité extraordinaire. Voilà. Donc, apprenez les Fables de La Fontaine. Hein, on en fera d'autres, hein, on pourra faire Le Laboureur et ses enfants, et tiens, on va le faire, hein, pourquoi pas, hein, elle est tellement riche. Faites-le, apprenez, voilà, consacrez 5 minutes par jour à des Fables de La Fontaine. Vous serez hyper gagnant. C'est rigolo, c'est tout le temps rigolo. C'est toujours bourré de surprises. Toujours bourré de surprises. Ça marche très bien. Voilà, ce sont des gammes. Ça, vous gagnez, celui qui fait pas d'assouplissement, je veux dire pour un sportif, le sportif fait ses gammes, le pianiste fait ses gammes, tout musicien fait ses gammes. Il faut avoir des gammes. La gamme, elle est facile par définition, puisque je fais mes gammes toute ma vie. Donc c'est toujours, ça devient assez, enfin, dans un délai raisonnable, ça devient très facile. Donc c'est pas pénible du tout. Et au contraire, c'est toujours rigolo, parce que justement, vous constatez que même 10 ans après, ça continue à s'améliorer. Il y a toujours des nouveaux détails. C'est le nombre de pi. Ça s'allonge, ça se prolonge indéfiniment. Et il y a de quoi faire des gammes dans tous les domaines, absolument tous les domaines. Hein, je vous disais par exemple, voilà, parmi les gammes, puisque texte et liste, eh ben, parmi les gammes, j'ai mangé, dormir, se lever, se vêtir. Pour les langues, pour étudier des langues, j'ai mangé, dormir, se lever, se vêtir, se loger, se déplacer, travailler, étudier, communiquer, acheter, payer, se distraire, se reposer, se soigner, s'aimer, manger, dormir, se laver, se vêtir, se loger, se déplacer, travailler, étudier, communiquer, acheter, payer, se distraire, se reposer, se soigner, s'aimer. Ça marche très bien, cette gamme. C'est plus qu'une gamme, puisque c'est complètement opérationnel. Je l'utilise systématiquement. Il ne me viendra même pas à l'idée aujourd'hui d'étudier une langue, de travailler une langue sans utiliser ça. Parce que c'est infiniment pratique, parce qu'au lieu d'aller chercher tel ou tel texte, etc., de façon toujours aléatoire, mais un peu difficile, et ben non, manger dans les vêtir, vêtir, je vais sur le vêtir, et puis j'ai deux leçons qui me viennent, pour reprendre l'exemple du japonais, j'ai la leçon 31, la leçon alors je ne sais plus si c'est 9, 10, etc., mais qui est la leçon qui s'appelle le passage de la douane, ça va être peut-être la 9, le passage de la douane, et dans la valise, eh ben, il y a des yofuku to hon, il y a des livres, et il y a des vêtements, évidemment. Le douanier demande ce qu'il a dans la voiture, dans la malle, Toronku no naka ni nani ga arimasu ka, qu'est-ce qu'il y a dans la trunk, dans la valise, et le gars répond qu'il a des vêtements et des livres. Yofuku to hon ga arimasu. Sole dake desu ka, il n'y a que ça, il n'y a pas autre chose. Il demande au saké, arimasu ka, arimasen, il n'y a pas d'alcool. Saké, c'est l'alcool. Bon. Et il lui dit, ah bon, ok, c'est bon, keko desu, c'est parfait, ça va. Donc, quand j'évoque le vêtement, manger, dormir, se laver, se vêtir, j'ai d'abord le passage de la douane, et ils sont 9 ou 10, à peu près, et puis j'ai la leçon 31, qui est les achats de nana, ce que j'appelle les achats de nana, donc dans lequel le personnage principal donc va faire des achats avant de partir en voyage, et va faire des achats
voilà, de différentes choses, de, de serviettes, de parfums, et notamment donc aussi d'un peignoir, voilà, et avec un liseré de couleur bleue, voilà. Et donc je vais toujours, voilà, je vais toujours et systématiquement donc accéder, mais systématiquement, hein, parce que comme ça me coûte rien. Je vais accéder à mes textes difficiles, à mes objets conceptuels, à mes objets, à mes leçons, en passant toujours par là. Et il ne me viendrait même pas l'idée maintenant, aujourd'hui, de passer, de le faire autrement, parce que voilà, je vais dire, toc, j'ai ces deux leçons qui ressortent. Comme la dernière fois, je vous ai dit, dormir, j'ai la leçon 11 avec le gars qui se lève tard, le lève tard, voilà. Et la leçon 40, 44, la leçon 44, la réservation de la chambre d'hôtel, voilà. Et c'est grâce donc à cette gamme, à cette liste définitive, à vie, voilà, que je vais procéder. Et du coup, ça ne me coûte rien. C'est-à-dire, en fait, l'accès à l'objet qui est hyper important. Il faut que l'objet soit ultra accessible, autrement, j'y vais pas. Je ne vais pas à quelque chose qui n'est pas accessible en mode nanoseconde. L'objet sacré, l'objet sacré, l'objet absolu, l'objet ultra connu, totalement nanoseconde. C'est infiniment important, c'est que je puisse accéder en mode nanoseconde. De la même façon, quand je vais regarder dans mon dictionnaire, si je n'avais pas mon alphabet parfait, je ne pourrais pas consulter mon dictionnaire. C'est parce que l'alphabet est parfait que je peux exploiter le dictionnaire. Et donc il faut des alphabets, voilà, ces listes-là, ces listes définitives sont des alphabets et sont infiniment importants. Je ne peux pas utiliser le dictionnaire sans l'alphabet, je ne peux rien faire sans l'alphabet. Et je ne peux pas accéder à un objet sans justement ces listes définitives. Voilà, si je reprends en informatique, j'ai installation, configuration, démarrage d'arrêt, contrôle d'activité de performance, optimisation de sécurisation, sauvegarde, saisie, affichage, impression, communication. Dans tous les domaines, on a des alphabets. Il faut avoir des alphabets. C'est indispensable. Ces alphabets, ils vous économisent une énergie folle et ils permettent une accessibilisation instantanée à coût totalement nul à l'objet que je dois travailler pendant des années, hein, qui va s'effacer 20 fois et que je fais travailler de mieux en mieux et de façon toujours plus efficace, séance après séance. Donc pour séanciser, puisque je travaille en termes de séance, la séance c'est le fait d'aller sur l'objet et de m'y installer, hein, l'objet auquel je peux aller, dans lequel je peux m'installer, dont je peux faire mon univers absolument quand je veux, d'une façon aussi prolongée que je veux, à coût totalement nul. Et donc je peux travailler, voilà. Je peux travailler, je peux développer, je peux enrichir autant que je veux. Je vais dans un objet comme je vais dans ma salle de bain, comme je vais dans ma cuisine, comme je vais dans ma chambre à coucher mentalement. Hein, lorsque je cherche voilà, ma brosse à dents, j'ai besoin d'une brosse à dents voilà, où j'ai besoin d'huile d'olive, et mon esprit se propage, va dans la cuisine et va dans le placard de gauche et me fait apparaître, hein. Donc il y a une propagation, la fameuse propagation logique, inconsciente visuelle pure, propagation logique inconsciente réflexe, propagation logique inconsciente réflexe, instantanée, profonde, instantanée, nanoseconde, c'est de façon réflexe, à coût totalement nul, hein. Je cherche ma boulangerie, pof, je cherche mon bureau de poste, pof, ça se fait automatiquement. Donc la séance, au cours de ma séance, je me balade, hein, je me promène, je navigue, je visualise, je parcours, hein, je parcours mon objet, hein,
Là, si j'en prends tout ce que je veux, je vais reprendre ma leçon je vais reprendre mon corbeau et le renard, voilà, la fin, nanana, et puis le fromage, si le fromage qui est dans le truc du corbeau, dans la bec du corbeau, qui est, hein, si je cherche le fromage, qui est désiré par le renard, et le fromage qui tombe, et le fromage que, voilà. Donc maintenant, si je fais une recherche par rapport au renard, ben, le renard vient saluer le corbeau, il flatte le corbeau, et il récupère le fromage, et après il se fout de la gueule du corbeau. Donc vous voyez que chaque élément, l'objet, hein, et je vais reprendre la leçon 48 du japonais, c'est le gars se plaint de la fin de l'automne, ça s'appelle l'automne, voilà, la fin de l'automne et de l'arrivée de l'été. Eh bien, je peux me balader dedans comme je veux, c'est-à-dire aussi bien au début, lorsque il voit les nuages qui sont dans le ciel, il dit wa shigumo kande hiru sola, le ciel, sola, yuyake, le crépuscule, Miruto, c'est-à-dire quand je regarde Miruto, ce monde m'apparaît comme vin, monashiku, konoyo, monashiku, narimasu. Et bien aussi bien à la fin, voilà, comme Lisa, et bien votre mari, il est une personne vraiment très, comment dire, très romantique, hein, Shojin, Anata no Shojin, ga, wauga, romantiku kata des, voilà, Itsumo konnafun desu ka, est-ce qu'il est tout le temps comme ça? Non, seulement quand il est bourré. Yopparata, ie, yopparata, toki, quand il est bourré, yopparata, quand il a bu, voilà, yopparata toki. Dake, des, seulement dake. Voilà. Et si donc je prends cette leçon 48, j'ai voilà sa plainte sur la fin de l'été, il y a les feuilles qui tombent, voilà, kareha ochiru no miteru, quand je regarde les feuilles qui tombent, je deviens triste car je connais. Donc l'objet conceptuel, la leçon 48, l'automne lui-même, il est complètement navigable. Ultra stable, ultra navigable, totalement pas. Je peux aller à gauche, pas à droite, je peux poser n'importe quelle question. Hein, je vais évoquer le mari, qui est en fait un vendeur de produits surgelés, voilà, la femme et son ami, voilà, et puis donc les rayons du soleil qui tombent sur les feuilles de l'arbre de kaki, kaki no ki no ha, hein, voilà, ha c'est la feuille, je peux aller où je veux, à l'intérieur de mon objet, je peux me promener, je navigue, je visualise, je parcours et je récolte. J'ai une visualisation 3D, ça s'est transformé en boutique de l'épicier. Hein, je veux dire, la leçon 48 est devenue une nullité, hein, l'objet totalement lieuisé, totalement 3Disé, totalement nanosecondisé, totalement millisé, boutique de l'épicier-isé, je vois tout en même temps isé, perspectivisé. 1000 éléments que je vois tous en même temps, isé. 1000 éléments que je vois toujours tous en même temps. Totalement déterminé, strictement ordonné, juxtaposé, imbriqué. Voilà, donc j'ai une 3D IT, j'ai une salle de bain IT, j'ai une boutique de l'épicier IT, j'ai une maison IT, j'ai une BHV IT, j'ai une quartier IT. Voilà, l'objet totalement, progressivement, totalement évidencé, cristallisé, scannérisé, hein, ce que le scanner, c'est une vision 3D, hein, scannérisé, 3Disé, objectisé, visualisé, caractérisé, magasinisé, BHVT,
boutique de l'épicier. Exactement. Dieu ici, lieu ordinaire, fondamentalement infini, monoprix, G20, Simpli, Franprix, Carrefour City, Isé, dans lequel je peux me promener, je peux naviguer autant que je veux, que rien ne distingue de ma connaissance visuelle ordinaire dans les zones, dans le quartier, etc. Bis rebitas placent. Il n'y a rien qui n'existe sans avoir été vu, revu, redit 100 fois. Rien. Voilà. Mais ça doit toujours être rigolo, ça doit toujours être un bonheur. Lorsque j'étudie, voilà, on va faire, tiens, voilà, on va se refaire on va faire le laboureur et ses enfants. Voilà. Alors il y a un laboureur, il y a un laboureur et puis il y a ses enfants. Et puis ces enfants, ils sont paresseux, ils ne veulent rien fiche, hein, ils veulent se la couler douce, avoir tout gratuit. Et le père, il le sait bien parce qu'il a été pareil à son époque. Donc il ne fait que répéter ce qu'avait fait son propre père et ce qu'avait fait son grand-père pour son propre père. Donc il faut les inciter, les stimuler, les pousser à bosser, ces paresseux. Voilà. Et ça se reproduit comme ça de génération en génération. Et donc comment les pousser? Par l'intérêt, pas avec du raisonnement, mais avec de l'intérêt. Il n'est pas bête, hein. Voilà. Donc il y a un champ, et ce champ, il faut continuer à le cultiver, Et donc il faut travailler dedans plutôt que la couler douce, et puis au lieu de le vendre pour se retrouver ensuite dans la misère. Donc il va pousser, et vous voyez, je dis les choses. Il y a le laboureur, il y a ses enfants, il y a le champ qu'il faut labourer, et il y a la récolte, voilà, et il y a le travail qu'il faut faire pour obtenir une bonne récolte. Donc travailler, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Travailler, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Travailler, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Un riche laboureur. Alors, donc là, ça c'est, hein, je la maîtrise, hein, donc là c'est pas pour. Mais donc je fais un raccourci sur. Alors d'abord, il y a la scène, voilà, il voit ses enfants. Et il leur explique qu'il faut bosser, et puis qu'il y a un trésor à l'intérieur du champ. Après, il y a les enfants qui vont bosser, justement. Et ils vont tellement bosser, ils vont tellement remuer pour trouver le trésor, que finalement le champ va rapporter, va avoir une très bonne récolte, et finalement c'était ça le trésor. Et ce qui est important, donc, vous voyez, je dis le père, les enfants, hein, le père, les enfants, le laboureur, ses enfants, hein, donc ça, le titre est très très bien, est très important et infiniment bien choisi, hein, comme le corbeau et le renard, là c'est le laboureur et ses enfants, le titre est fondamental. Et le fait qu'il va mourir, je m'exprime, je dis ce que je vois spontanément, de façon avec des phrases courtes. Il va parler à ses enfants, il va leur dire qu'il y a un trésor, donc il y a le trésor, mais il ne sait pas où il est. Vous voyez comment je suis à 500 km, à des années-lumière, comme on dit, d'un apprentissage. Non, là je suis en train d'apprendre, et j'apprends par image, et par image qui s'affine. Et le texte est au bout. Le texte est tout au bout de ces images, de cet arbre de trivialité. Il est tout au bout. Il faut construire lentement cet arbre de trivialité. Ça marche très très bien, et très peu de personnes le font. Il y en a quelques-uns, et je pense encore une fois que c'est une part très importante de l'apprentissage du théâtre, voilà, pour avoir un jeu réaliste et crédible, voilà. Donc, voilà, travailler pour la paix, voilà, et donc le père reçoit ses enfants. Et je dis les choses, hein. Là, je suis en train de travailler, là, quand je vous parle comme ça, mais je dis les choses. Un riche labour, donc là, voilà, il a des champs, il y a un riche labour. 100 ans, voilà, il va mourir.
Et vous voyez mon alternance entre le texte, donc l'élément complexe, final, et l'image. Il va mourir, sentant sa mort prochaine. Bon, ben, il faut que ça continue derrière. Il ne va pas laisser son épouse sans rien, etc. Donc il faut que les enfants bossent. Et puis il faut qu'eux-mêmes, ils ne plongent pas dans la misère. Voilà. Sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants. Et puis il ferme la porte. Voilà. Il leur parla sans témoin. Ah, c'est pas la peine que son épouse vienne se mêler de la conversation et tout, et casser la communication. Donc il leur parle sans témoin. Et puis ça met un peu justement de mystère. Il leur parla sans témoin. Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor caché dedans. Oh. Oh. Voilà, je le fais à la deux funeste. Oh, la Galabru. Je ne sais pas l'endroit, mais un peu de travail vous le fera trouver. Vous en viendrez à bout. Remuez votre champ dès qu'on aura fait loup. Ah, c'est pas la peine de perdre du temps tout de suite après le mois d'août. Creusez, fouillez, bêchez, ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Le père mort, les fils se mettent au boulot. Les fils vous retournent dedans, ils veulent trouver ce trésor. Voilà. Vous retournent. Parce qu'ils sont vigoureux, ils sont paresseux, mais ils sont vigoureux. Le père mort, le fils, les fils vous retournent le champ de ci, de là, partout. Si bien qu'au bout de l'an, c'est un an après, il en rapporta davantage. D'argent, point de cachet. Voilà, je raccourcis à mort. Mais le père fut sage de leur apprendre avant sa mort que le travail est un trésor. Le travail est un trésor. Mais un travail motivé. Vous voyez, il a fallu... c'est pas pour rien que j'appelle l'objet conceptuel le diamant. Ça veut dire que vous allez gagner plein d'argent avec. Hein, c'est pareil, il faut une stimulation. Ils vont vous remuer le champ parce qu'ils ont comme motivation de gagner des sous, s'en mettre plein les poches, etc. De s'acheter tout ce qu'il faut, d'acheter des belles robes à leurs femmes, etc. Et d'être bien choyé par elles. Voilà. Faut bosser et il faut que ça rapporte et il faut qu'on ait une perception de l'objectif, hein, de ce rapport, de cet or, hein, l'objet conceptuel du diamant. Voilà. Je parle de la pièce de monnaie, la pièce d'argent, le billet de 100, la pièce billet de 100, la pièce d'or, la perle, la pépite, la pierre précieuse, le rubis, le diamant. On n'est pas là pour s'emmerder, quoi. On est là pour se régaler. La vie est un régal, mais il faut que ça soit un régal bien mérité et que voilà, que ça corresponde à un travail bien fait et à une utilité. Voilà. Donc on n'est pas là pour être des esclaves, on n'est pas là pour simplement prendre des coups de fouet et bosser et puis n'avoir rien. Hein. On est là pour que ça rapporte, pour que bosser avec plaisir, avec bonheur à chaque instant, c'est le travail artisanal, c'est pas le travail de l'esclave. L'esclave, il ne fait que bosser, il n'a rien en retour. L'artisan, c'est tout le contraire. L'artisan, il bosse à son rythme, parce qu'il voit progresser l'œuvre qu'il accomplit. Donc il a un bonheur de chaque instant. Hein. Je construis calmement sans pression pendant tout mon temps, de façon lente, naturelle, progressive, patiente et minutieuse et méticuleuse, artisanalement, artistiquement, amoureusement. Artisanalement, artistiquement, amoureusement. Hein, si vous avez la cathédrale de Notre-Dame, il y a eu un très bon film, une très bonne animation là-dessus, et on voit là qu'il y a un métier très noble qui est celui, enfin tous les métiers sont nobles, hein, ce sont que des artisans, hein, ce sont que des ouvriers des artisans, et il y a notamment, et de façon centrale, le tailleur de pierre. Eh bien, le tailleur de pierre est un artisan qui a un vrai savoir-faire, et il faut
passer par le métier de tailleur de pierre pour, à cette époque-là en tout cas, et pour devenir, pour devenir architecte, pour contribuer à la, pour au moins, enfin contribuer à la conception de l'édifice et donc pour avoir le droit d'être reconnu suffisamment et pour une véritable science qui me permet effectivement de faire évoluer mon édifice. Et donc le tailleur de pierre était un homme savant, c'est-à-dire parce que les pierres étaient tellement variées et la taille de la pierre était tellement, je dirais, fine et complexe que ça n'avait rien d'un travail stupide du tout. Hein. C'était pas donner un coup de marteau, non. On taillait la pierre, on la taillait de façon extrêmement précise, et c'est ce qui permettait donc je dirais, de les assembler de façon extrêmement solide et d'aboutir à un résultat fantastique, prodigieux, phénoménal, incroyable, miraculeux. Voilà. Le travail artisanal, hein, le travail artistique est fait avec amour, vraiment avec passion. Hein, je veux dire, un artisan, je suis un cordonnier, il n'y a pas deux paires de chaussures qui sont identiques, il n'y a pas deux problématiques de réparation de la chaussure qui sont identiques. À chaque fois, je dois faire un travail de réflexion, d'imagination, je dois choisir les pièces que je vais rapporter, je dois faire un travail de couture, cette couture doit être parfaitement régulière, je dois bien choisir ma colle, etc. Le travail artisanal est un travail intelligent, un travail profond, et je me régale à chaque instant. La fabrication de l'objet conceptuel est un travail artisanal, voilà, amoureux, et je me régale à chaque instant et j'obtiens un résultat extraordinaire à chaque fois. C'est-à-dire à chaque séance. Une séance, c'est environ un quart d'heure, une demi-heure, voilà. Donc c'est du temps consacré à ce lieu. Hein. L'objet conceptuel est un lieu et foisonnant, riche et donc extrêmement divers, voilà, et puis qui progresse de lui-même. Encore une fois, je ne fais que récolter, hein, comme les fils du laboureur, je récolte, mais encore une fois, c'est l'inconscient, c'est le subconscient qui fait tout le boulot. Moi, je l'alimente, je suis au service de cette matière vivante incroyable. Hein. Le cerveau est une merveille, est une pure merveille. C'est un outil extrêmement fantastique, extrêmement puissant, et je suis au service de cet outil, comme le laboureur et ses enfants sont au service de la terre, et qu'il y a quelque chose de merveilleux, d'extraordinaire dans le travail que fait la terre. La terre fait tout le boulot, fait 99% du boulot. Hein, c'est le texte, c'est les images, les émotions là, qui font le boulot. Et moi, je suis un simple cultivateur. C'est pas pour rien que on parle d'une personne cultivée, on parle de culture, parce que c'est vraiment ça. C'est le cerveau qui fait le boulot, qui fait tout le boulot. Et par contre, moi, je dois l'utiliser intelligemment, être un bon agriculteur, un bon cultivateur, de façon à ce que ça rende, à ce que ça j'obtienne ce résultat, j'obtienne cette récolte, j'obtienne ces fruits. Mais voilà, il y a il faut être infiniment humble par rapport à la puissance de la nature, à la puissance de la matière et de la matière vivante. Il faut l'utiliser. On parle de culture, c'est pas pour rien, les gens avaient bien pigé, hein, n'oublie. Tout ce que je dis, finalement, tout le monde le sait depuis toujours. Par contre, ça a dû être écrit peut-être 10 fois ou 100 fois, mais ça s'est effacé, ça a disparu aussi 100 fois, parce que toutes les bibliothèques ont été brûlées,
parce que les gens sont morts, parce que les guerres, les pestes, les famines, etc. ont à chaque fois ravagé, et donc finalement ça s'efface continuellement. Le travail de conservation est infiniment complexe, et c'est pour ça aussi que, si vous voulez, se sont développés les monastères, parce que le travail de conservation par l'écriture, par la copie, était extrêmement exigeant, et donc en particulier, enfin voilà, et ça c'est vraiment beaucoup développé sous Charlemagne, qui, à la recommandation de l'Église, et pour bien servir l'Église qui lui donnait toute son autorité, eh bien, a favorisé le développement intense des monastères, où se faisait la copie, où on pouvait copier ce travail de conservation, et si exigeant, si coûteux, que eh bien, des entités économiques, qui étaient les monastères, parce que les monastères étaient des entités économiques majeures, eh bien, ont été mises en place, que des gens étaient consacrés à ce travail. Les moines étaient des copistes, avant tout des copistes, et donc on a réussi finalement à développer de la connaissance, et à enrichir la connaissance par et grâce, voilà, aux abbayes, et voilà, aux monastères et aux abbayes, parce que ce travail, c'est extrêmement, quand on dit 10% pour la conservation, 90% pour la conservation, enfin, pour la perfection, la diamantisation, la conservation. C'est infiniment exigeant, mais aussi infiniment gratifiant. Hein. Je veux dire, on doit tout aujourd'hui à cet effort, hein, de conservation, de formalisation, qui s'est maintenu de siècle en siècle, parce que tout simplement les seuls empires, les seules entités qui parvenaient je veux dire, à se maintenir, à se développer, étaient celles qui avaient compris l'importance majeure, immense, primordiale de la conservation formalisée, hein, par l'écrit, hein, par l'écrit depuis 5000 ans. Hein, l'écriture date de 5000 ans, hein, et pas moins, hein, je veux dire. Et le rôle des prêtres de l'Antiquité était de façon très importante et majeure, un rôle justement d'écriture et de conservation des écrits. Et encore une fois, comme je l'avais dit la dernière fois, la pyramide, c'est un outil de conservation d'écrits. C'est-à-dire que quand je rentre dans la pyramide, je retrouve des écrits non altérés, ni par un excès, ni par l'oxydation, ni par des déprédations, ni par etc. Le rôle fondamental c'est pas tant de conserver le corps du pharaon, c'est plus, et de façon majeure, le fait de conserver les écrits qui sont sur les murs, et voilà, la conservation est infiniment difficile, et il faut une bonne pyramide pour pouvoir conserver quelques centaines de lignes relatant l'histoire de la vie du pharaon. Mais enfin, c'est surtout quelques centaines de lignes qui conservent l'expression, qui conservent le souvenir, qui conservent la science, et qui conservent la technique d'écriture, hein, voilà, qui la sacralise. Voilà. Et on retrouvera ça, je dirais, indéfiniment partout. Et aujourd'hui, ça ne change pas. Hein. Lorsque je vais sur mon compte en banque, eh bien, je vais retrouver des écrits qui me permettent de vivre. Hein. Je veux dire, ce sont les écritures sur mon compte en banque qui me permettent d'aller acheter du pain. Voilà, c'est la conservation. Et on a comme ça des baies de serveurs aujourd'hui, des baies de serveurs, c'est-à-dire des fermes de serveurs informatiques qui, justement, contiennent notamment mon compte en banque. Hein. Voilà.
Et c'est cette conservation de l'écrit qui nous fait vivre aujourd'hui. Hein, voilà. Et lorsque je vous parle aujourd'hui en ce moment, eh bien c'est grâce à la normalisation du langage et grâce à la conservation du fichier vidéo qui vient s'écrire de façon parfaitement normalisée et accessible instantanément sur ce disque dur, puis le disque dur du serveur, et puis voilà, et qui vient ensuite s'afficher sur votre écran, hein, qui est un outil d'écriture. Donc le fait de passer du temps à écrire au sein de l'objet conceptuel, c'est on pourrait presque dire, c'est une plaquette d'argile, hein, c'est un support, parce que la partie, l'arbre de trivialité, hein, la structure, l'armature, l'architecture de contenu visuel pur, c'est une surface inscriptible. Les éléments complexes, les mutations complexes, les mots précis, hein, que j'ai utilisés, etc., travailler, prenez de la peine, etc., ou à la fin, mais le père fut sage avant sa mort de l'apprendre que le travail est un trésor. Cette écriture, j'ai écrit ce texte, et j'ai écrit ce texte sur une surface, c'est ça que j'ai bien exprimé, c'est-à-dire j'ai une surface qui est une surface arborescente, hein, dans laquelle, enfin, qui s'est basée sur ces images triviales qui étaient le père, ses enfants, le champ, le trésor, le travail du champ et la récolte à la fin. Donc c'est-à-dire j'ai constitué une surface, un papyrus, un parchemin, sur lequel, constitué d'alvéoles, voilà, qui est dense, riche, complexe, totalement, hein, et les éléments de valeur se sont bien rangés sur cette surface, comme sur le papier. J'ai une surface et je vais remplir ligne à ligne, donc c'est-à-dire cellule après cellule, voilà. Donc l'écriture sur un support, et un support, là le support c'est le support visuel que j'ai fabriqué, c'est l'arborescence, voilà, le père, le labor et ses enfants, et puis qui descend sur le champ, le trésor, le boulot, la récolte à la fin, etc. Et donc il me fait une surface triviale dans laquelle j'ai pu placer mes éléments complexes, c'est-à-dire mes phrases, mais le père fut sage, etc. Voilà, creuser, voilà, remuer votre jambe dès qu'on aura fait loup, creuser, fouiller, bêcher, ne laisser nulle place où la main ne passe et repasse. Vous voyez que tout ce texte n'est pas du tout séquentiel, les éléments complexes, c'est-à-dire ces phrases, eh bien, sont tout accessibles instantanément. C'est-à-dire, voilà, et le père mort, les fils vous retournent le champ, de ci, de là, partout. Vous voyez que je ne fais zéro effort parce que j'ai un support visuel extrêmement solide sur lequel donc se sont installés et se sont conservés, hein, comme les alvéoles, les cellules les alvéoles de la ruche, hein. Chaque élément complexe a sa place, hein. Il n'est pas tout seul, il a sa place et il ne s'accroche pas juste à l'élément précédent, non, il s'accroche à un alvéole visuel, hein, c'est et une alvéole visuelle dans lequel il est très très solide, c'est-à-dire voilà, je ne sais pas l'endroit, hein, mais un peu de travail vous le fera trouver, vous en viendrez à bout. Vous comprenez que je ne fais absolument aucun effort, je suis l'élément formel, c'est bien installé, c'est installé très très solidement, et il va pas s'envoler, hein. C'est le support visuel, la trame visuelle, le réseau visuel fait le papyrus, fait le support et conserve l'élément complexe de lui-même. Donc moi je le retrouve là, comme je retrouve mon pack de lait dans le frigidaire, comme je retrouve ma brosse à dents dans le verre, dans la salle de bain, sur le lavabo, hein. C'est là. Donc ça n'a rien à voir avec un par cœur séquentiel, rien à voir, hein. Je me le fais n'importe où, hein. Le père fait venir ses enfants, voilà, fit venir ses enfants, leur parla sans témoin, voilà. Et
il n'y a pas vous voyez que là aussi notamment à quoi le fait de s'exercer sur des femmes de La Fontaine ultra connues, vous avez vu, revu, relu, etc. depuis que vous êtes toute petite, donc c'est acquis, c'est disponible, vous ne passez pas de rien, vous êtes faux débutant en la matière. Il vous en reste infiniment plus que vous... Enfin voilà, il en reste beaucoup. C'est-à-dire que quand vous creusez comme un archéologue, voilà, vous bougez le sable avec la truelle, ça, il y a plein de trucs. C'est-à-dire vous avez... il y a eu du temps qui a été passé. Il n'y a jamais de temps perdu. Il n'y a jamais de temps perdu. Si ensuite je me mets à la recherche du temps perdu, je trouve plein de choses. Si je fais une analyse chez le psychanalyste, parce que je ne me sens pas chez l'analyste, parce que j'ai besoin parce que je suis malheureux, parce que etc., parce que je me sens, etc., j'ai besoin de remettre un peu d'ordre, donc je vais faire une psychanalyse, et dans cette psychanalyse, dans laquelle psychanalyste ne dit rien et vous laisse parler, en fait, vous repartez à la recherche du temps perdu, c'est-à-dire tous ces souvenirs anciens, mais qui sont dans la partie dans le subconscient, et que vous allez ressortir les uns après les autres. Vous faites une analyse et vous faites une formalisation. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il en reste toujours beaucoup plus qu'on ne pense. Et donc il n'y a jamais de temps perdu, quoi que vous fassiez avec succès, avec échec, c'est de la matière, et c'est de la matière de valeur. Il n'y a jamais de temps perdu, et la mémoire de façon générale se débrouille très bien pour aller rechercher des souvenirs sur lesquels elle peut s'accrocher, hein, puisque tout élément de mémorisation, c'est comme un neurone, donc s'attache au plus grand nombre possible d'éléments existants. Et donc plus je dirais, plus votre souvenir de votre vie est présent, a été retravaillé, a été réextrait, et plus vous offrez de points d'appui pour l'acquisition d'éléments nouveaux. Donc il n'y a jamais de temps perdu, parce que tout le temps que vous avez passé, tout ce que vous avez fait, c'est autant de souvenirs qui peuvent servir de support à l'acquisition de connaissances. Donc il ne faut jamais regretter et renier son passé. Au contraire, on progresse indéfiniment dans la vie avec en particulier donc des souvenirs vivaces, et donc reconstitués, revus. Donc c'est-à-dire l'auto-analyse est infiniment recommandable, quels que soient les mauvais souvenirs que vous puissiez avoir. Il n'y a pas les mauvais souvenirs ou nouveaux souvenirs, on s'en fout. Et il faut assumer toute son histoire, parce que cette histoire en fait est un outil de mémorisation pour des nouvelles choses, et donc de progression et d'enrichissement et de gain en efficacité et en utilité. Voilà, 58 minutes, c'est bon.